On en parle avec Jean-Paul Paloméros, le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Bonsoir et mes meilleurs voeux, général. Merci d'être avec nous ce soir. La guerre continue en 2023. Nous sommes dans le 11e mois maintenant de cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a, avant de revenir sur le factuel d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une fatigue du côté de la population européenne et occidentale dans le soutien à l'Ukraine ? Tous mes voeux, tout d'abord. Non, enfin, on n'en a pas le sentiment. Évidemment, on peut toujours se dire que c'est difficile, mais c'est vrai que dès qu'on tourne les yeux vers l'Ukraine et qu'on analyse quelques secondes l'état des lieux, la résistance des Ukrainiens, leur résilience dans des conditions extrêmement difficiles, pour ne pas dire plus, ça nous ramène à notre devoir, en quelque sorte, de soutien à ce peuple qui se bat pour sa liberté, pour notre liberté, quelque part. Un devoir, mais est-ce que le risque tout de même de cette nouvelle année générale, après justement la livraison des patriotes américains à Zelensky, ça ne va pas être, bon, il va y avoir la crise énergétique, il va y avoir tous ces inconvénients, l'inflation, et est-ce que la population, est-ce que l'opinion risque de lâcher un peu Zelensky ? Est-ce que c'est le risque ? Des risques, il y en a dans une guerre, il y en a beaucoup. Là, c'est vrai qu'on est dans une configuration très particulière. Et vous avez raison de souligner que le soutien de nos pays est absolument crucial. Sans nous, les Ukrainiens ne résisteraient pas. Sans leur volonté et sans leur acharnement et sans leur courage extraordinaire, ils ne résisteraient pas non plus. C'est un mix des deux. Et c'est ça qui nous oblige quelque part. Et il faut bien qu'on comprenne que cette guerre qu'ils livrent, c'est un peu la nôtre. C'est quand même la guerre des pays libres aujourd'hui, démocrates, démocratiques, qui partagent les mêmes valeurs. On ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. La Russie est un grand pouvoir qui doit comprendre qu'elle ne peut pas fouler aux pieds les règles mêmes qu'elle a soutenues. Et c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc je pense que partant de là, les Français, comme les autres peuples, comme les Américains et bien d'autres, soutiendront les Ukrainiens, j'en suis absolument persuadé. Les bombardements sur les villes ukrainiennes continuent. On a vu à Kiev ce matin, même pendant la nouvelle année. Est-ce qu'on peut s'attendre, général, à une nouvelle offensive terrestre russe sur Kiev dans les semaines qui viennent ? Ça fait partie des hypothèses, je dirais, de travail. Mais si c'était le cas, je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Je ne suis pas le seul, mais il y a d'autres thèses qui sont tout à fait défendables. De toute façon, ça se saura. On le verra parce qu'il faut une accumulation de force. On le verra avant. Oui. Il y aura des... Comme le renseignement américain l'avait dit, il y a de nombreux capteurs aujourd'hui sur ce théâtre. C'est truffé, entre guillemets, entre l'espace, les drones et bien d'autres moyens encore. Donc, on verra si vraiment il y a une accumulation de forces qui prépare... Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas ? Parce que ça ne serait pas dans l'intérêt des Russes ? Ça serait trop risqué ? Je n'ai pas le sentiment qu'ils aient cette énergie. Ils se défendent, ils ont des moyens encore. Hein. Ça serait un tort de penser qu'ils sont battus. D'aucuns l'ont dit trop vite, sans doute. Mais d'un autre côté, c'est une guerre qui leur coûte cher. D'abord en termes de vie humaine. Et on le voit encore aujourd'hui. Et puis aussi en termes d'équipement, en termes de munitions. Rassembler une armée pour relancer un nouveau front, je ne suis pas certain que ça soit dans leur... qu'ils puissent le faire, entre guillemets. Donc ça veut dire on poursuit les bombardements, ce qui se passe donc depuis plusieurs semaines, les coupures d'électricité, les coupures d'eau pour les Ukrainiens, mais on voit bien que les Russes ne parviennent pas à les faire plier avec cette stratégie. Non, alors, c'est-à-dire que je pense que M. Poutine a toujours en tête que les Ukrainiens est un peuple, comment dirais-je, de deuxième zone, en quelque sorte. C'était ça un peu l'idée qu'il avait en tête. Et qu'un jour ou l'autre, il finira par les faire craquer. Ce n'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse. Cela dit, la répétition de ces attaques use quand même. Il faut se mettre à la place de ces pauvres gens. Ils n'ont pas l'air démoralisés. En tout cas, c'est ce qu'ils communiquent. Ils ne sont pas démoralisés. Écoutez, ils ont tellement investi pour défendre leur pays, pour défendre leur terre, leur souveraineté, qu'aujourd'hui, ils sont galvanisés. Ils prennent les coups, ils les rendent, mais ils savent pourquoi ils se battent, si vous voulez. C'est ça aussi notre combat pour les aider, parce que leur cause, en quelque sorte, est juste. Et ils ne lâcheront rien. Charge à nous de les aider, bien sûr.
Et puis, ils sont intelligents, et ils ont des armements, on leur en fournit, et ils savent s'en servir. Ils l'ont encore montré aujourd'hui. C'est tout à fait légitime ce qu'ils font. Ils sont en légitime défense. Ils ont parfaitement le droit d'attaquer des objectifs militaires, même si ça coûte de nombreuses vies. Mais ça, c'est plutôt l'affaire de M. Poutine. Aujourd'hui, Moscou a fait état de 63 soldats morts donc, dans un bombardement ukrainien contre une école près de Makivka, donc dans la partie de Donetsk occupée par la Russie. Côté ukrainien, on parle plutôt de 400 soldats tués. Est-ce que vous avez des informations? Cette région de Donetsk, il faut le rappeler, à quel point elle est essentielle pour les Russes? Oui, alors là, les Ukrainiens, ils sont à portée. Hein, la preuve, ils sont à portée de canons, ils sont à portée de lance-roquettes, de lance-missiles. Donc, c'est important là, sur cette affaire-là précisément, c'est là on voit l'importance du renseignement. C'est vraiment du ciblage, ce qu'on appelle du ciblage. Il y a une garnison, il y a des munitions qui servent également de dépôt de munitions. Évidemment, c'est un objectif militaire totalement légitime dans des opérations de guerre. Et eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il frappe cet objectif. Bien sûr, ça fait de nombreux morts, mais ce n'est pas eux qui l'ont voulu. Et M. Poutine, en envoyant ses conscrits comme ça au combat, eh bien, leur fait prendre ce type de risque. Et ça, c'est un coup dur pour la Russie, parce que c'est en particulier à Donetsk. On va se rendre compte, on verra, peut-être que les chiffres, toujours se méfier, mais enfin, ils annoncent 63, donc c'est beaucoup plus. Les Ukrainiens en annoncent 400, je pense que personne n'a aujourd'hui l'état des lieux. Mais c'est quand même plusieurs centaines, à mon avis, au moins des tués et des blessés. Ça ne peut pas rester invisible. Si vous voulez. Tous les jours, il y a beaucoup de morts sur le front ukrainien. Mais c'est très dispersé et c'est très difficile, entre guillemets, c'est terrible de dire ça, mais de faire la somme, en quelque sorte. Mais là, il communique peu, d'ailleurs, sur ces chiffres. Qu'est-ce que vous voulez? Personne n'a intérêt à communiquer. M. Poutine n'a aucun intérêt, alors même qu'il a déclaré une opération spéciale qui, normalement, devait se dérouler sans victimes et très tranquillement. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Et les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à communiquer sur leurs pertes, parce qu'il faut qu'ils continuent à donner du courage, même si le peuple ukrainien sait qu'il perd des soldats. Et ce sont leurs fils qui sont au combat, leurs filles, éventuellement. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est pas le moment de communiquer là-dessus. Mais à un moment donné, on saura ce qui s'est passé justement à Donetsk. Bien sûr, progressivement, tout ça va remonter parce qu'il y aura des communications. Non, il y aura des soldats russes qui s'exprimeront là-dessus. Et puis, on verra qui a raison entre les 63 morts annoncés par la Russie, les 400 annoncés par les Ukrainiens. De nombreuses familles russes qui vont être endeuillées. Est-ce que ça peut rester tout à fait discret et étouffé? J'en suis pas certain. Quid du front à Bakhmout? Où en est-on, général? Parce que c'est le front dont on a le plus parlé en cette fin d'année. C'est-à-dire que les deux parties, maintenant, y attachent un intérêt qui est tout aussi symbolique. Je n'irai pas jusqu'au terme stratégique qui est trop utilisé, mais vous avez chacune des localités qui sont sur le front présente un intérêt particulier. Bakhmout, certains pourraient dire c'est une ouverture. Bien sûr, mais maintenant, c'est devenu un symbole. Un symbole, un clash avec en particulier les troupes de Wagner, qui sont en première ligne et qui aimeraient bien emporter un succès pour leur publicité, entre guillemets. Et puis les Ukrainiens qui ont décidé de ne rien lâcher. Ils ne veulent plus lâcher 1 mètre carré de leur territoire parce que d'abord, ils savent que ça sera très difficile à retrouver. Et puis parce que ils pensent que voilà, il faut défendre pied à pied, c'est ce que M. Zelensky a dit. On défend pied à pied notre territoire. Que va-t-il se passer le 24 février lors du premier anniversaire de l'invasion russe, à votre avis? Vous savez, il y a quelques jours, on se demandait ce qui allait se passer pour Noël, puis pour le Nouvel An. La guerre continuera. On notera que ça fait 1 an. On fera sans doute des bilans autant qu'on puisse en faire, parce que dans ce brouillard de la guerre, et de la guerre des chiffres en particulier, mais que constatera-t-on que les Russes... À mon avis, d'ici là, je ne pense pas qu'ils aient retrouvé une énergie telle qu'ils puissent vraiment reprendre du terrain. Que les Donc vous n'attendez pas justement à une opération, une offensive russe ce jour-là? On l'a entendu côté ukrainien, enfin ce scénario. Côté ukrainien, la question se pose de savoir quelle stratégie. Les stratèges et le président en ont discuté, le président Zelensky. La question, c'est est-ce qu'ils engagent, est-ce qu'ils décident ou non d'engager des réserves sur un front ou sur un autre, pas sur 2 fronts, sur le nord, intéressant, sur le sud aussi. Donc, ils ont un choix stratégique à faire qui est pas facile et qui doit faire en fonction des ressources qu'ils ont vraiment, des ressources humaines essentiellement, et aussi, évidemment, de l'apport en équipement et en munitions que nous sommes capables de leur fournir.
Il se passera quelque chose ce 24 février ou ce sera juste les 1 an de la guerre? Je sais pas, M. Poutine peut difficilement aller plus loin dans l'escalade de la violence, donc de toute façon, il se passera sans doute quelque chose de cette nature, mais je ne le crois pas. Ce sera un jour comme un autre, malheureusement. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous. Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN, également ancien chef de l'état-major de l'armée de l'air. Merci à vous. Merci.